Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite session présentation de mémoire de fin d'études. Vous savez, chez Logopousse, c'est important pour nous d'évaluer ce qu'on fait, de regarder si la guidance parentale en vidéo et l'accompagnement sous la forme indirecte, ça peut apporter de l'efficacité et ça peut aider les familles qui en ont besoin. Alors, cette année, on a bossé avec une étudiante ultra motivée. Je vous présente Inès en direct de la Bonjour. qui a travaillé cette année sur eh bien, de tester l'effet d'un programme d'accompagnement parental en vidéo chez les familles sur liste d'attente avec des enfants qui avaient une suspicion de troubles de l'affluence. Inès, je te propose qu'on se remette dans les conditions du direct le jour de ta soutenance la semaine dernière, Ouais, qu'on puisse partager à tous ceux qui nous suivent qu'est-ce qu'a été ce travail, où ça va nous mener, et puis est-ce que tu peux nous en dire? Ça te va? ouais, c'est bon. Eh bien, parfait. À toi Alors, l'honneur. bonjour à tous, je vais vous présenter les résultats de notre étude qui a mesuré l'effet d'un programme d'accompagnement parental en ligne sur le sentiment de compétence parentale via une intervention auprès de parents d'enfants d'âge préscolaire présentant une suspicion de trouble de l'affluence. Alors tout d'abord, le bégaiement est un trouble développemental de l'affluence touchant environ 8% des enfants entre 3 et 6 ans. S'il disparaît spontanément dans la majorité des cas, il persiste chez environ 20% des sujets avec des répercussions importantes sur la communication, les relations sociales, la scolarité ou encore l'estime de soi. Donc dès lors, une prise en soin précoce est essentielle et repose en grande partie sur l'investissement et sur la participation des parents. Donc en bégaiement, qu'il s'agisse d'une intervention dite directe ou indirecte, les parents sont toujours activement impliqués et leur rôle est central puisqu'il permet une intervention précoce, écologique et intensive. Travailler avec les parents permet aussi de renforcer le sentiment de compétence parentale, qui est la perception qu'a le parent de lui-même dans ce rôle. Donc, il a déjà été démontré dans de précédentes études que renforcer le sentiment de compétence parentale permettait d'agir sur les interactions parent-enfant et ainsi permettait de développer le développement du langage et de l'affluence en s'inscrivant dans un cercle vertueux, comme nous pouvons le voir ici. Cependant, plusieurs difficultés viennent entraver la mise en place de ces interventions. Tout d'abord, l'accès en soins orthophoniques en France, qui est aujourd'hui très précaire, avec 90% des orthophonistes qui ne sont plus en mesure de proposer un nouveau rendez-vous pour un bilan. Et lorsque les familles sont insérées dans une prise en soins, la transmission d'informations reste imparfaite. Souvent, un seul des deux parents est présent en séance et les supports à disposition des familles sont souvent dispersés et peu consultés, ce qui entraîne une perte d'informations transmises. Donc, dans ce contexte, l'essor des outils numériques pourrait ouvrir des perspectives prometteuses. Un programme d'accompagnement parental en ligne pourrait permettre aux familles d'accéder dès les premiers signes à du contenu informatif en amont d'une prise en soin. Donc, nous avons choisi de travailler, enfin, d'étudier ceci dans le cadre du bégaiement, puisque comme nous l'avons vu, c'est une prise en soin dans laquelle le partenariat avec le parent est essentiel et dans laquelle, à notre connaissance, il n'y avait pas de données dans la littérature francophone à ce sujet. Donc, nous nous sommes posé la problématique suivante. Un programme d'accompagnement parental en ligne peut-il aider les parents d'enfants de 3 à 6 ans présentant une suspicion de trouble de l'affluence à se sentir plus compétents pour soutenir leur enfant au quotidien? Donc, pour cela, nous avons recruté une population de parents d'enfants âgés entre 3 et 6 ans et présentant une suspicion de bégaiement. Nous avons ajouté le critère que ces enfants ne devaient pas avoir d'autres pathologies du langage avérées et que les familles devaient être en attente d'un rendez-vous orthophonique et qu'elles devaient avoir accès à un outil numérique. Donc pendant 2 mois, ces familles ont eu accès à un programme d'accompagnement parental qui était hébergé par la plateforme Logopousse. Ce programme était constitué de 62 vidéos pour une durée totale de 3 heures et 45 minutes et ces vidéos étaient réparties en différents modules avec des thématiques particulières comme oser parler du paiement, attitude à privilégier ou encore attitude à éviter. Le but n'était pas que les parents regardent l'entièreté du programme, mais plus qu'ils sélectionnent les vidéos qui étaient pertinentes selon leurs besoins et leur situation. Afin d'évaluer l'impact de ce programme, nous avons fait passer aux familles un questionnaire pré- et post-intervention pour mesurer leur sentiment de compétence parentale via deux échelles. La première était donc un score sur 78 qui était calculé via 13 affirmations positives sur lesquelles le parent devait se situer entre 1 et 6 selon s'il était en accord ou non avec ces affirmations. Et la seconde échelle était l'échelle de perception parentale du bégaiement ou l'échelle Palin-PRS qui mesurait à la fois la perception du bégaiement, son impact et la confiance des parents pour y faire face.
Donc, notre étude a démarré en novembre 2024 avec la diffusion de nos flyers auprès de plus de 400 orthophonistes et 1000 écoles. Lorsqu'une famille était intéressée, elle était invitée à nous contacter pour réaliser un entretien téléphonique lors duquel nous vérifions qu'elle répondait bien aux critères d'inclusion. Et si c'était bien le cas, nous lui envoyons le premier questionnaire pour mesurer son sentiment de compétence parentale avant le programme. Donc à ce premier questionnaire, nous avons obtenu 31 réponses. S'en suivait ensuite 2 mois de programme, durant lesquels la famille était libre de suivre l'intervention au rythme qu'elle le souhaitait, et nous restions disponibles si elle en ressentait le besoin pour répondre à ces questions. Enfin, à la fin des 2 mois d'intervention, les familles qui ont suivi le programme ont répondu à un second questionnaire pour évaluer leur sentiment de compétence parentale après le programme. Finalement, seulement 23 familles ont répondu à ce second questionnaire puisque 8 parents ont été perdus de vue durant l'intervention. Notre étude a montré des résultats très encourageants puisque nous avons obtenu donc au score sur 78 une progression moyenne de 18,7 points, soit une progression de 24%, ce qui est statistiquement significatif. Et les résultats obtenus à l'échelle Palin vont dans le même sens avec des résultats significatifs à chacune des 3 sections. Donc la première section, elle mesurait l'impact du bégaiement sur l'enfant. Avant le programme, cet impact, il était perçu comme élevé et après le programme, il était perçu comme modéré. Donc, ce qui démontre une diminution du vécu difficile de l'enfant perçu par le parent. Donc, ça peut être dû à la fois à une réelle amélioration du vécu de l'enfant et ou à la fois par une meilleure compréhension et appréhension du bégaiement par le parent qui est dès lors plus confiant. La seconde section mesurait la sévérité du bégaiement et l'impact sur les parents. Là aussi, cet impact était perçu comme élevé avant le programme, puis modéré à la fin des 2 mois, ce qui démontre une diminution du vécu parental difficile. Et enfin, la troisième section mesurait les connaissances et la confiance des parents. C'est la section qui a le plus nettement progressé, ce qui démontre que le programme a été bénéfique non seulement sur les savoirs, mais aussi sur la confiance du parent. Donc tout ceci nous a permis de valider notre hypothèse que suivre un programme d'accompagnement parental en ligne durant 2 mois a un impact positif sur le sentiment de compétence parentale de parents d'enfants présentant une suspicion de trouble de l'affluence. Une autre donnée intéressante qui ressort de notre mémoire concerne l'évolution de la demande orthophonique. Donc, sur les 23 familles qui ont suivi le programme, 9, soit 34%, ont pu consulter une orthophoniste en seulement 2 mois. Donc, ceci démontre une réalité clinique qui est intéressante, qui est que les enfants qui présentent une suspicion de bégaiement semblent plutôt avantagés dans l'accès aux soins orthophoniques en France actuellement. Ceci avait déjà été démontré en 2021 à l'étranger avec une étude réalisée par McGill et al. Il est quand même important de relever que sur ces 9 familles qui ont rencontré une orthophoniste, la grande majorité ont quand même souhaité poursuivre le programme, ce qui démontre la pertinence d'un tel outil aussi en complément de séances d'orthophonie. Concernant les points forts et les limites de notre étude, que nous pouvons relever de manière non exhaustive, dans les points forts, on pourrait relever la robustesse de nos résultats, puisque le sentiment de compétence parentale a été mesuré via 2 échelles qui étaient complémentaires. La première, c'était le score sur 78, qui avait été créé avec des données qui étaient issues de la littérature et qui avaient déjà été validées lors de précédents mémoires. Et la seconde, que nous avons ajoutée, était l'échelle du Palin PRS, qui est reconnue et très utilisée en bégaiement pour évaluer le vécu parental. Donc cela confère à notre étude une forte validité extrinsèque. Et enfin, la validité écologique de notre étude est une valeur ajoutée puisque le programme a été créé pour s'ancrer directement dans le quotidien des familles et répondre à un réel besoin qui est l'accès aux soins orthophoniques en France, qui est aujourd'hui précaire. Concernant les limites de notre étude, on relève l'effectif limité puisque nous avons pu recruter finalement seulement 31 familles, ce qui nous a empêché de constituer un groupe contrôle comme on souhaitait le faire et qui nous aurait permis de mieux contrôler certains biais et d'isoler les faits réels du programme. Les suivis orthophoniques qui ont été débutés en parallèle sont également une limite à notre étude, puisqu'elles ils ne nous permettent pas de distinguer les effets qui sont réellement dus au programme de ceux qui peuvent être dus aux suivis orthophoniques qui ont été débutés en parallèle. Donc c'est un facteur confondant qui est non négligeable. En revanche, il était impensable pour nous de demander aux familles de ne pas accepter un suivi orthophonique si elles en avaient l'opportunité, surtout dans le contexte actuel.
Donc cette étude a permis d'ouvrir de nombreuses perspectives à la fois sur la clinique et sur la recherche. En clinique, celle-ci a démontré la pertinence d'un programme d'accompagnement parental en ligne pour renforcer le sentiment de compétence parentale et ainsi aider les parents en amont d'une prise en soin. Donc ceci pourrait être proposé notamment comme un premier levier d'intervention, notamment dans les zones sous-dotées où l'attente est souvent majorée. Cependant, il est important de relever que ce type d'outil peut ne pas correspondre à tous les types de parents, à tous les profils parentaux, et nous pouvons rencontrer des difficultés d'adhésion, comme ça a été le cas parfois dans notre étude, avec des parents qui ont rapporté parfois soit un manque de temps pour suivre le programme, ou des fois le manque d'un professionnel en présentiel pour créer une alliance thérapeutique. Donc cela nous questionne sur la pertinence d'utiliser un tel outil et de réaliser un accompagnement mixte, à la fois humain et numérique. Et donc nous nous sommes questionnés sur comment utiliser cet outil de la manière la plus fonctionnelle. Donc, il pourrait être utilisé à la fois en amont d'un parcours de soins, en lien avec des dispositifs comme la PPSO, qui est la plateforme de prévention et soins en orthophonie, ou à la suite d'un bilan de prévention et d'accompagnement parental, lors duquel une première rencontre avec un professionnel pourrait permettre de mieux personnaliser le programme et aussi de créer une alliance thérapeutique. Et enfin, cet outil pourrait également être utilisé en parallèle d'un suivi, comme nous l'avons évoqué. Dans la recherche, il serait intéressant d'évaluer ce type de programme de manière combinée à un suivi ou après un bilan de prévention, comme nous l'avons évoqué. Nous pourrions également réaliser un suivi à plus long terme qui nous permettrait d'évaluer la pérennité des effets, car on sait que la fluctuation des parents peut évoluer, l'investissement des parents, pardon, peut fluctuer. Et enfin, nous pourrions évaluer l'effet d'un tel outil directement sur l'enfant via la perception du bégaiement, son vécu, ou encore en quantifiant objectivement le bégaiement, mais cela demanderait une méthodologie plus robuste. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Super. Écoute, merci à toi Inès, très clair. Je pense que tu peux arrêter le partage d'écran. Bon, pour reprendre les principales remarques qu'il y avait eu suite à ce travail, bon d'abord tu présentes de manière hyper claire, c'est super agréable de t'écouter. J'espère que ça va donner envie à d'autres étudiants de venir bosser avec nous. Si vous avez envie de travailler sur l'accompagnement parental, l'intervention indirecte et l'évaluation des nouveaux outils, bah, n'hésitez pas. Euh, on avait dit conditions du direct, donc je te repose une ou deux petites questions qui t'ont été posées. Pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de garder dans l'étude, il y a eu une partie des familles qui ont été reçues par un orthophoniste, donc évidemment, ça peut apporter un biais dans l'interprétation des résultats. Il faut être prudent sur les résultats de l'étude parce qu'il n'y a pas de groupe contrôle, parce que tu as eu des orthos qui sont intervenus, donc c'est des résultats préliminaires encourageants, mais il faut être prudent. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas enlevés de l'analyse en fait? Pourquoi on les a gardés, ces familles qui ont été incluses? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, quand on mène un projet de recherche comme ça, on ne peut pas enlever on peut pas enlever des sujets comme ça au cours de l'étude. Également, car on voulait réaliser une étude qui soit au plus proche des conditions cliniques actuelles. Et puis, c'est ce qu'a démontré notre étude. Actuellement, les personnes qui présentent une suspicion de bégaiement sont plus facilement prises en soins par une orthophonie par une orthophoniste. Et enfin, parce que nous avons du coup seulement 23 familles qui ont suivi le programme. Donc si on enlevait ces familles-là, ça nous enlevait quand même 9 familles, ce qui était non négligeable aussi. Non, tout à fait. Très clair. Et c'est vrai qu'on était aussi un peu surpris parce que tu as fait un travail incroyable. Tu as contacté, je crois, plus de 1000 écoles. Enfin, c'est quand même dingue. Euh, Au final, on a moins de 40 familles qui sont venues vers nous. Il y en a eu 7 ou 8 qui n'ont même pas commencé le protocole. Comment on explique ça, sachant que le contexte, il est quand même difficile en termes d'accès aux soins? C'est quoi ton ressenti, toi? Et ben, ça peut s'expliquer par plusieurs points. Premièrement, la prévalence du bégaiement qui est plus faible que des difficultés de langage oral plus général, comme vous avez pu l'étudier les autres années. Et donc, cette prévalence qui est plus faible. Et puis aussi en orthophonie, souvent, les orthophonistes qui travaillent en bégaiement sont un peu spécialisés en bégaiement. Donc, elles prennent plus vite les patients et il y a plus de turnover. Et puis, en bégaiement aussi, il y a un aspect de souffrance, souvent tant de la part des familles enfin, des parents que de l'enfant. Donc, il est aussi important de les prendre en soin assez rapidement. Donc, je pense que c'est lié aussi à ça. Ok, ok.
Et non, bah écoute, et pourquoi se concentrer sur cet âge-là, enfin, dans ton travail? Donc, c'était des familles d'enfants qui avaient entre 3 et 6 ans. Pourquoi cette tranche d'âge? Parce qu'entre 3 et 6 ans, c'est l'âge du bégaiement, d'apparition du bégaiement développemental. Et donc, souvent, donc, comme je disais, le bégaiement peut disparaître spontanément ou enfin, peut disparaître au cours de cet âge-là. Et souvent, après 6 ans, il y a moins de chances que le bégaiement disparaisse et il se transformera en bégaiement persistant. D'accord. Donc, l'objectif, c'était de cibler une population où c'est particulièrement clé d'investir ça et d'impliquer les familles, peut-être aussi assez tôt dans le début des symptômes, quoi. Donc, Exactement. ce qui est vraiment intéressant dans ton travail, c'est que c'est une étude de vraie vie, en fait. C'est que tu apportes une solution à des familles qui sont en attente d'une prise en soin et où on sait encore plus dans le bégaiement que le rôle des parents est important, hein, je rappelle, mais l'orthophoniste qui voit l'enfant 30 minutes ou 1 heure par semaine, ça correspond à moins de 1% de son temps de vie. Bah, la question, c'est comment on peut agir sur les 99 autres pourcents, et il se trouve que les parents en sont le principal levier. Donc là-dessus, je trouve que c'est vraiment pertinent. Et comme tu l'as dit à la fin, bah, il faut aller plus loin, il faut démontrer que peut-être ces outils technologiques peuvent devenir vraiment très complémentaires du suivi orthophonique classique, quoi. Donc, Ouais. il y a encore plein de choses à faire et Ah, merci mais à toi plein de pour ce perspectives. travail-là. Ben, merci beaucoup à vous pour votre encadrement. Et petite question plus détente à la fin, qu'est-ce que tu dirais à une étudiante en orthophonie qui commence sa dernière année et qui va se lancer dans le mémoire, dans tout ça, et qui se dit, oh là là, dans quoi je m'embarque? Toi qui viens de finir il y a 72 heures, tu as envie de lui dire quoi? Ah, eh ben, le mémoire, ça prend quand même une grosse place dans les dernières années. Donc, je lui dirais de choisir un sujet dans lequel elle croit et enfin, qui l'intéresse, où elle se voit se projeter et s'investir vraiment pendant l'année. Et que même changer de sujet en dernière année, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai quand même changé de sujet fin septembre, ce qui était très tard. Donc, il faut oser et le plus important, c'est de faire quelque chose qui t'intéresse et plus qu'un an. Et toi, c'est quoi le programme pour la suite? Toi, tu viens de Lyon, c'est ça? Tu nous avais pas dit au Donc, début, mais du coup, là, qu'est-ce que tu vas faire en tant que jeune ortho? Fais-nous un peu rêver. Et ben, moi, je vais partir exercer sur l'île de la Réunion en collaboration avec d'autres orthophonistes et voilà. Et je pars en septembre. Ah, mais ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Faites-le, kiffez à fond quand vous êtes jeune diplômé. On a des jobs qui permettent d'aller voyager, donc n'hésitez pas. Ça, c'est mon petit conseil perso. Inès, merci beaucoup. C'était un vrai kiff de travailler avec toi. Et puis bah, si ça donne envie à d'autres étudiantes en orthophonie de venir bosser avec nous, vous n'hésitez pas. Vous nous écrivez chez Merci. Logopouce et on sera ravis d'essayer de voir si on peut bosser ensemble. Ouais, il y a Allez, plein de perspectives et de choses super intéressantes qu'on peut faire dans ce contexte-là, donc allez-y. trop bien. Et bah écoute, merci beaucoup. Allez, ciao, Merci. ciao.